Film d'art et Ciné-Palace, un premier cinéma d'auteur avant 1914. Une causerie d'Alain Caroux donnée le 25 janvier 2024 au musée Clémenceau autour de l'exposition Focus Clémenceau et le cinéma est déclinée en podcast. Épisode 5. La Société cinématographique des auteurs et gens de lettres. La Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, productrice du Voile du Bonheur. SCAGL, ce drôle de sigle en bas du visuel. Cette Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, elle a été fondée par deux écrivains hommes d'affaires, je pourrais dire, Pierre de Courcelles et Eugène Guggenheim. Pierre de Courcelles, il est romancier populaire à grand succès, énorme succès de Les Deux Gosses, qui a été ensuite adapté au théâtre. Il a des responsabilités exécutives dans les deux sociétés d'auteurs, à la SACD et à la SGDL. Et puis Guggenheim, il est administrateur de théâtre. Tous les deux, ils essaient d'obtenir une sorte de monopole sur le répertoire de tous les écrivains affiliés aux sociétés d'auteurs, et puis ils vont pas y parvenir. Et ils vont mobiliser tout leur réseau de connaissances, un peu comme le film d'art le fait de son côté, pour signer avec un maximum d'écrivains des contrats d'exclusivité. Donc ils accumulent des contrats d'exclusivité pour des années et des années avec des écrivains français, connus ou moins connus. Voilà, donc il y a cette concurrence et ce parallélisme entre les deux sociétés, film d'art et société cinématographique des auteurs et gens de lettres. Simplement, elles vont connaître des destins opposés. Le film d'art, dès 1909, c'est la débâcle financière. Les films ont rencontré le succès, mais il y a trop de personnalités prestigieuses avec des engagements multiples qui réussissent pas forcément à se libérer pour le cinéma. Des propositions qui partent dans tous les sens, une difficulté pour les acteurs à s'approprier des scénarios parfois trop sophistiqués, écrits par des écrivains qui connaissent pas très bien les contraintes du cinéma. Or, pour tenir à cette époque, il faut sortir les films à un rythme métronomique, faire comme ça des tournages en 2-3 jours, tout programmer, tout sortir, et puis sortir des films. Donc le film d'art trop ambitieux, finalement, échoue. Alors qu'au contraire, la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, c'est dur à prononcer, la SCAGL démarre assez modestement, dans l'ombre de Pathé, et puis assez vite, elle va grandir, et elle va devenir même en 1913-1914 le principal pourvoyeur de films longs pour le réseau Pathé, parce que à ce moment-là vont émerger les films, on peut dire de long métrage, les films qui vraiment occupent le gros d'une séance, des films d'une heure et plus. Ça va se passer très vite en 13-14, et ça va se passer en France notamment grâce aux adaptations littéraires, parce que finalement le fait de pouvoir s'appuyer sur une matière littéraire d'un grand roman rassure tous les acteurs du marché cinématographique sur le fait que le public ne va pas s'ennuyer et qu'il va rester dans la salle et qu'il va tenir une heure devant un seul film, ce dont on n'avait pas du tout l'habitude jusqu'alors. Mais nous n'en sommes pas là en 1910. En 1910, année du Voile du Bonheur, on est encore sur des films qui ne dépassent pas le quart d'heure, la plupart du temps, sauf grosse exception. Euh, Et voilà. Je voudrais pas trop déborder. Ça va? Bon. Alors, j'en viens à un point donc sur lequel il y a pu avoir des choses écrites un peu schématiques. C'est les différences esthétiques entre le film d'art et la SCAGL. On a pu beaucoup dire finalement que le film d'art, c'était de l'ordre d'une aspiration d'ordre académique, tout ça parce que c'est porté par beaucoup d'écrivains de l'Académie française et des acteurs de la comédie française, et donc ce serait du côté des scènes historiques pesantes, solennelles, etc., tandis que la SCAGL, elle, serait du côté du naturalisme, du réalisme social, avec une influence d'André Antoine, là encore. André Antoine qui, ça viendra à l'appui de cette thèse un peu schématique, André Antoine qui en 1915, quand il arrête de diriger l'Odéon, devient metteur en scène de films et tourne 7 ou 8 films, je ne sais plus, pour la SCAGL.
Mais en réalité, cette opposition est tout à fait exagérée parce que il y a dans le répertoire du film d'art, je vous l'ai dit, une énorme diversité de propositions. Les films du film d'art sont vraiment partent dans tous les sens. Il y a du burlesque, il y a des films qui relèvent du réalisme social, et puis il y a des scènes historiques entièrement en décor. Et de même, du côté de la Société cinématographique des auteurs et gens de lettres, il y a certes euh, Les Misérables ou Germinal un peu plus tard, ou L'Assommoir en 1909, tout film de Capellani qui peuvent relever de la tendance du réalisme social avec du tournage en extérieur dans des cadres de rue, dans des cadres voilà, de banlieue, etc., choisis pour leur côté non pittoresque en quelque sorte, pour leur côté, pour leur réalisme profond. Mais il y a aussi, au sein du répertoire de la CSGL, un film comme Le Voile du Bonheur, qui est tourné dans des décors entièrement fabriqués, à part quelques courtes scènes d'extérieur. On est dans des scènes extrêmement composées, extrêmement picturales. Et donc, cette opposition, on le voit bien ici, est tout à fait schématique. Il y a en fait de l'influence d'André Antoine de l'esthétique d'Antoine qui a quand même 30 ans d'histoire derrière elle, hein, ça remonte aux années 1880, sur tout le théâtre et donc aussi sur le film d'art et la SCAGL. Donc, cet ancrage social, cette valorisation des milieux, elle existe dans les productions des deux sociétés, de même que l'éloignement au contraire du côté de scènes marquées par l'artifice. Alors plutôt que de chercher à caractériser une sorte d'esthétique propre aux sociétés, je voudrais plutôt insister sur deux choses autres. D'une part, ce qu'on voit sur cette affiche, comme sur beaucoup d'autres à cette époque, c'est comme la figure des auteurs est valorisée. Hein, souvent comme ici en médaillon, le nom de Clémenceau y est en gros, et puis il y a cette vue en médaillon, ce petit portrait, c'est pratique assez courante sur les affiches. Et là, on est au cœur d'un phénomène très spécifique à la France, qui est celui d'une patrimonialisation de la littérature par le cinéma. La littérature, elle n'a pas seulement pour fonction de fournir de la matière à scénario, de la matière à idées de films, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, où disons la littérature voilà, est une sorte simplement de réservoir. En France, bien sûr, elle l'est aussi, elle a cette fonction, l'adaptation, mais la littérature est également célébrée en tant que telle par l'industrie du cinéma, et elle le sera encore plus dans les années 20. En fait, la littérature est célébrée par le cinéma à des fins de légitimation et de valorisation du cinéma lui-même en retour, puisqu'évidemment le prestige associé aux œuvres et aux écrivains rejaillit sur les films à travers la publicité qui est faite. Et le film d'art, comme la SCAGL, sont vraiment au départ de cette histoire-là, de cette histoire particulière, de cette histoire française de l'alliance entre la culture littéraire au sens large, très large, et l'industrie du cinéma, cette naissance de ce qu'on a pu appeler la fiction cinématographique patrimoniale, cette manière de réutiliser de manière valorisante le répertoire, notamment le répertoire du 19e siècle, mais pas seulement, dans le cinéma. L'autre élément qui fait du Voile du Bonheur une matière rêvée pour le cinéma en ces années, c'est que le sujet se prête à la composition de tableaux exotiques raffinés. Et là est sans doute la raison de la mention série d'art Pathé Frères, qui ne se trouve pas du tout sur tous les films de la SCAGL. J'ai perdu mes notes. Tac, tac, tac. C'est pas grave. La série d'art Pathé Frères, là, on est au cœur vraiment d'un mantra de la production cinématographique en France et dans une partie de l'Europe,
à partir de 1900, dans les années 1909-1910, dans la suite du film d'art toujours, c'est de mettre le mot art à toutes les sauces. Donc toutes les firmes de cinéma ont leur série d'art, leur film d'art ou leur film d'auteur. Les mots art et auteur sont extrêmement présents. Et chez Pathé, la, la série d'art, c'est un label qui est appliqué tout particulièrement aux films qui présentent des caractéristiques marquées vraiment par la picturalité. Donc les grandes compositions sur des thèmes bibliques, les tableaux d'histoire ou comme ici, des compositions de l'ordre d'un exotisme raffiné qui s'appuie sur des mobiliers néo-styles, sur des costumes extrêmement élaborés, voilà, sur l'évocation de toute une culture raffinée, passant évidemment à travers le filtre de tous les stéréotypes de l'exotisme de cette époque. Voilà, donc mise en exergue d'un auteur, picturalité, ce sont là des éléments porteurs, je dirais, dernier cri en 1910. On est vraiment dans ce que sont les caractères les plus up-to-date de la production de prestige à cette époque, si je peux dire. Mais en fait, la révolution des films d'art à cette époque n'a rien eu d'absolu ou de radical. Évidemment qu'il y a aussi une continuité avec la période antérieure, avec la période de la cinématographie attraction. L'esthétique de l'émotion forte qui nourrissait le cinéma des attractions à l'époque foraine n'a pas disparu du jour au lendemain. Pensez, et revenons à Clémenceau, pensez à l'interdiction par Clémenceau en 1909, cette fois au titre de ses fonctions politiques, des films, du film de l'exécution capitale qui a eu lieu dans le Nord à cette époque-là, qui la reprise de l'activité de la guillotine après une longue interruption qui fait sensation. Et donc ces images prises, je crois, à la sauvette sont exploitées en salle de cinéma. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une catégorie effectivement de production de films encore à cette époque qui est marquée par une esthétique de l'émotion forte qui se retrouve aussi dans les fictions et qui se retrouve jusque dans les fictions des films d'art. Je pense à l'assassinat du duc de Guise, le film le plus prestigieux du film d'art, grand événement de sa projection, qui se termine par l'incendie du corps du duc de Guise dans une cheminée et par l'évanouissement de sa maîtresse devant le roi qui s'est brutalement démasqué. Et le film s'arrête là. Donc c'est ça, l'émotion forte qui, en plus, sans résolution et apaisement, vient marquer l'acmé et la fin subite du film. Cette esthétique de l'émotion forte, elle est toujours attendue malgré la revendication, voilà, artistique, picturale, raffinée. Et de toute évidence, la scène où le mandarin renonce à la vue, s'aveugle, cette espèce de suicide optique, si je peux dire, suicide ophtalmique qui arrive tout à la fin du film, est de nature à provoquer cette émotion forte qui est encore recherchée et qui est un argument en faveur de l'adaptation d'un tel sujet. Et puis je crois que j'avais pensé à autre chose qui était encore Oui, puis il y a encore autre chose qui, bien sûr, qui est une rémanence de l'ancien cinéma, c'est la simplicité de la fable. Même si on annonce qu'on va filmer des scénarios plus élaborés, c'est ce que le film d'art a entrepris de faire en 1908, c'est ce sur quoi il s'est cassé les dents avec des scénarios vraiment extrêmement sophistiqués par rapport à ce qui existait préalablement. Et on en tire les leçons et très vite on se dit il faut revenir aussi à des fables extrêmement simples que les acteurs puissent rapidement s'approprier pour un tournage rapide et surtout en laissant pas les spectateurs en chemin, en faisant en sorte que tout le monde soit en mesure de suivre un film quand même qui se déroule dans une durée extrêmement condensée. Et la simplicité, la sorte d'épure de conte qu'a Le Voile du Bonheur, c'est évidemment un argument aussi en faveur
de l'adaptation de ce sujet. Et ça peut expliquer que Pathé, qui connaissait très bien son métier, ait eu le nez fin. Ce que j'apprends à l'occasion de cette exposition, c'est que, du moins, il n'y a pas de raison d'en douter, c'est lui, si on en croit une lettre qu'il a envoyée plus tard au réalisateur Abel Gance, c'est lui, Charles Pathé, qui a incité les producteurs de la SCAGL à acheter les droits d'adaptation du Voile du Bonheur. Il ne l'a pas fait du tout par hasard. Le film le Voile du Bonheur se prêtait à la fois, vous le comprenez, à une représentation, à une intégration à la politique de production de films d'art et de films d'auteur, et en même temps, il représentait la garantie d'un film, comment dire, qui suive ce que Pathé devait percevoir encore comme les règles d'airain de la production cinématographique, à savoir conclure sur les fictions sur une émotion forte et également offrir des fables extrêmement simples qui puissent parler à tous les types de publics en France, en ville, ailleurs et également à l'étranger, puisque la politique de production de Pathé est de viser un public international avec une position encore dominante sur le marché, notamment américain, à cette époque-là. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.